Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'une pause pour mes oreilles. Je reçois aujourd'hui Vincent Renaudier, qui est kinésithérapeute vestibulaire dans le 93 et président de la Société française de kinésithérapie vestibulaire. Donc, je vais vous poser la première question. Les troubles vestibulaires, qu'est-ce que c'est? Bien, bonjour. Alors, les troubles vestibulaires sont multiples. Ça touche bien entendu l'oreille interne, mais quand on parle de l'oreille interne, ce serait très réducteur. Et c'est l'oreille interne, les voies vestibulaires jusqu'au cerveau et l'intégration de ces stimuli par le cerveau. Voilà, c'est synthétiquement ce que l'on peut dire. Et alors, quels sont les symptômes qui Alors sont ressentis? c'est là que ça se complique, parce que quand on dit vertige, euh, la langue française englobe beaucoup de symptomatologie. Et il y a les pathologies vertigineuses propres, c'est-à-dire les vertiges, ce qu'on va appeler les vertiges vrais, avec des pathologies de l'oreille interne bien définies. Et puis, il y a des sensations d'instabilité. Et alors là, on rentre dans un domaine extrêmement large qui va aller de problèmes d'intégration sensorielle à des problèmes plus visuels, à des problèmes d'ataxie proprioceptive ou autre. Donc, là, on ouvre, j'allais dire, on ouvre le champ à moult symptômes qui sont parfois extrêmement durs à diagnostiquer, tout au moins à étiqueter. Est-ce que c'est un trouble fréquent? Alors, beaucoup plus qu'on ne le croit. Si on reprend les statistiques qui nous sont données par les dernières analyses qui ont été faites par le CNRS, notamment le CNRS de Marseille avec le groupe GDR Vertige, on est de l'ordre de 300 000 consultations chez le médecin généraliste par semaine. C'est énorme. Est-ce que c'est invalidant pour un grand nombre de personnes? Alors oui, c'est invalidant. C'est invalidant déjà fonctionnellement, c'est-à-dire que les patients qui arrivent avec que ce soit des vertiges vrais ou des instabilités, au-delà de la fonction vestibulaire qui maintient l'équilibre, donc ce sont des patients qui ne tiennent plus debout, ou tout au moins qui ont des difficultés à s'équilibrer, et plus on avance en âge, plus il y a un risque de chute. Mais au-delà de ça, c'est des patients qui sont avec une espèce de grande détresse par rapport à leurs troubles. Quand vous avez un bras cassé, vous savez que vous avez un bras cassé, vous le voyez, on vous donne une radio, vous avez quelque chose, voilà. On vous plâtre, et là, quand vous avez un désordre vestibulaire, euh, vous ne le voyez pas. Et ce sont des patients qui parfois sont dans une errance médicale, parce que le temps qu'ils arrivent en rééducation, il leur faut parfois 3 à 5 consultations avant d'arriver jusqu'à nous. Alors, on n'est pas toujours la solution. Le médecin ORL et la médicamentation, toute leur place et tout leur rôle dans la chaîne. Mais le temps que ça arrive à l'ORL, puis au kinésithérapeute, c'est parfois très très long. Et vous avez des patients qui se disent, mais on me prend pour un fou ou pour une folle. Oui, on retrouve la même chose avec les acouphènes. Ce sont des symptômes invisibles qui sont difficiles à comprendre par l'entourage. Et on retrouve la même chose dans les pathologies d'acouphènes. C'est une maladie invisible. Alors ça, c'est un gros problème pour certains de nos patients, parce que vous avez l'association sur certaines pathologies, vous avez l'association de troubles vestibulaires et d'acouphènes. Et autant nous, en kinésithérapie, aujourd'hui, on peut agir sur ces troubles. On peut redonner de la stabilité en intercrise à ces patients. On peut diminuer les sensations de vertige en crise, mais sur les acouphènes, euh, au niveau de la kinésithérapie vestibulaire, nous sommes démunis,
par rapport à ça. Et donc, il y a une double souffrance. Il y a cette souffrance qui est liée au vertige et cette souffrance liée à l'acouphène. Alors, quelles sont les maladies ou les pathologies qui sont regroupées dans les troubles vestibulaires? Je pense qu'il y en a une qu'on a peut-être déjà évoquée avec le, le docteur Lévy, mais pour vous, donc, quelles sont les différentes pathologies qui sont regroupées dans ces troubles? Alors, si on prend les pathologies purement vestibulaires, bon, la première que l'on traite, c'est le vertige positionnel paroxystique bénin. Donc, ce sont des petits cristaux qui vont migrer dans un endroit de l'oreille interne, donc dans les canaux semi-circulaires de l'oreille interne, et qui vont donc provoquer un vertige vrai, paroxystique. Donc, dès que le patient va prendre une position allongée ou une position de tête vers le bas, on va avoir un déclenchement de vertige vrai avec une illusion de déplacement de la scène visuelle. C'est extrêmement désagréable, c'est extrêmement invalidant. Heureusement, ça c'est quelque chose que l'on traite très rapidement avec entre 1 à 3 séances en moyenne par patient. Et on traite le problème, on revoit le patient une semaine après pour une visite de contrôle. Et normalement, je dis bien normalement, le problème est résolu. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle de toute façon vertige positionnel paroxystique bénin. Il faut bien le dire aux patients, c'est quelque chose de bénin, mais c'est extrêmement désagréable. Heureusement, on peut agir vite dessus. Ensuite, on a les pathologies qui sont liées à une atteinte du nerf vestibulaire. Alors là, l'exemple le plus criant pour nous, c'est la névrite vestibulaire, donc, qui est une désafférentation brutale du nerf vestibulaire. Donc, la conduction ne se fait plus au niveau du nerf. C'est souvent une atteinte virale, parfois une atteinte vasculaire. Et cette, c'est comme si d'un seul coup, le patient, pour faire simple, se mettait à fonctionner sur une seule oreille interne, donc celle qui n'est pas touchée. Et donc, on a un vertige brutal qui peut durer plusieurs jours, très invalidant. Et là aussi, la kinésithérapie permet de stabiliser le patient, c'est-à-dire de rééquilibrer j'allais dire la balance entre votre oreille droite et votre oreille gauche, et de permettre la compensation donc du patient. Et c'est quelque chose c'est une rééducation qui est relativement rapide dans le temps. Et le patient reprend sa vie d'avant, il y a absolument aucun problème. C'est quelque chose je vais dire, qui à terme n'est pas invalidant pour le patient, sauf des cas de non-compensation. Mais dans la grande, grande majorité, il n'y a pas de séquelles pour le patient. Enfin, de séquelles fonctionnelles. Le patient reprend sa vie normalement, il n'y a pas de problème. Toujours sur le nerf, on peut avoir le neurinome de l'acoustique. Donc, le neurinome de l'acoustique, c'est une petite tumeur bénigne qui se met sur le nerf et qui va grossir. Euh, Généralement, c'est une surveillance. On travaille sur l'équilibre du patient. Et puis, il y a un moment donné où une prise de décision pour un geste chirurgical qui est soit en radiothérapie, soit de façon chirurgicale in situ, pour faire une exérèse de ce neurinome. Et là, on retombe sur un schéma d'aréflexie unilatérale, comme sur le tableau d'une névrite. Bon, ça se rééduque très bien aussi, il n'y a absolument aucun problème. Là, c'est un couple neurochirurgien, ORL, autoneurologue et kinésithérapie après qui va travailler sur le patient et voilà, si on reprend sa vie ensuite. Et puis, on a des pathologies qui sont plus fluctuantes et dont certains patients peuvent arriver jusqu'à vous d'ailleurs, parce que on retombe sur cette errance et sur ce gros problème d'acouphène. C'est la pathologie méniériforme, donc les hydrops, la maladie de Ménière. Et là, comment dire, on va intervenir sur le vertige. Alors, quand c'est en crise,
un petit peu contesté parce que malheureusement, la revue de littérature est très pauvre là-dessus et c'est quelque chose qui est relativement franco-français dans la prise en charge du patient vestibulaire. On va agir pour essayer de diminuer la crise par une habituation avec le patient. Donc, on recrée artificiellement par un travail au fauteuil la crise et on diminue diminuer les sensations de crise. Et puis, à distance de la crise, on va travailler sur les séquelles de la crise. Donc, c'est les instabilités résiduelles qu'il peut y avoir liées à cette crise pour, euh, pour normaliser l'état du patient. Voilà. Ça, c'est les grandes pathologies vestibulaires. Il y a après d'autres pathologies qui sont plus marginales, euh, donc avec des pathologies alors, qui ne sont pas liées à l'oreille interne, mais qui sont liées bien entendu à la fonction vestibulaire. Parce que ce qu'il y a de merveilleux dans le système vestibulaire, c'est que c'est un petit ordinateur. Les noyaux vestibulaires sont des petits ordinateurs qui vont intégrer les informations vestibulaires, les informations visuelles, les informations proprioceptives. Tout ça va remonter au cortex vestibulaire, échapeauté par le cervelet. Donc on voit que c'est un ensemble de facteurs qui est multiple pour maintenir la personne debout, c'est-à-dire pour équilibrer la personne et pour permettre à la personne de stabiliser le regard. Et ça, j'insiste bien dessus parce que souvent, ce sont les doléances qui peuvent rester suite à des pathologies vestibulaires ou à d'autres pathologies. Et cette stabilisation du regard est la première chose que nous recherchons pour le confort du patient, mais aussi pour son quotidien. Parce qu'il est bien évident que si je marche dans la rue et qu'en regardant à droite et à gauche, je n'arrive pas à intégrer, j'allais dire, la scène visuelle qui est autour de moi, je ne vais pas voir les panneaux, je ne vais pas voir les affiches dans la rue parce que je ne pourrai pas stabiliser mon regard. Et ça peut être très inconfortable. Imaginez que vous soyez dans la rue et que votre regard soit une caméra non stabilisée. Parce qu'aujourd'hui, les caméras sont stabilisées. Mettez effectivement une caméra, elle va, elle va enregistrer, il y a un stabilisateur, donc l'image est stable, vous pouvez bouger, l'image est stable. Maintenant, désactivez ce stabilisateur et vous allez avoir un tressautement permanent. Et ça, les patients le ressentent, c'est ce qu'on appelle les oscillopsies. Ça peut être un inconfort à la marche, ça peut être un inconfort à la course, ça peut être un inconfort en voiture, avec des voitures avec des suspensions extrêmement molles. Et vous allez avoir une difficulté à intégrer votre scène visuelle. Et puis, il y a d'autres pathologies vestibulaires qui sont des pathologies d'intégration, notamment par exemple les cinétoses. Et alors, les cinétoses, eh bien, c'est le mal du mouvement. Il est bien évident que notre système a été conçu pour le mal des transports. Notre système a été conçu pour marcher. Il a été conçu pour marcher, pour courir. Mais la modernité fait que de plus en plus, nous nous déplaçons en voiture, en avion, en bateau. Et vous avez des personnes qui vont ressentir un inconfort parfois très invalidant dans la vie de tous les jours, que ce soit pour des activités de loisirs ou pour des activités professionnelles. Et là, on va intervenir dessus pour désensibiliser les patients et leur redonner un confort de vie au quotidien. Je fais une petite aparté sur ces cinétoses, c'est que vous avez aujourd'hui des professionnels en exercice qui vont avoir des phénomènes je dirais, de saturation et qui, du jour au lendemain, ne vont plus pouvoir conduire, ne vont plus pouvoir prendre la voiture et dépasser une certaine vitesse sur autoroute. Donc, c'est ce qu'on appelle un syndrome de l'autoroute. Et bien là aussi, nous intervenons dessus pour replacer le patient on va retravailler sur les entrées sensorielles et pouvoir ramener le patient dans la vie et qu'il reprenne ses activités professionnelles au mieux de ses capacités. Merci pour ce descriptif très précis. On voit qu'il y a beaucoup de pathologies, que le parcours pour arriver au diagnostic n'est pas forcément immédiat, puisqu'il faut souvent voir plusieurs professionnels de santé avant d'arriver au spécialiste. Alors l'étape suivante, c'est
comment se passe le parcours de soins? Comment se passe la rééducation? Alors, le parcours de soins, dans l'idéal, c'est le passage chez l'ORL pour le bilan et le diagnostic. Et quand on a des patients qui nous arrivent effectivement bilantés et diagnostiqués, il est bien évident que la prise en charge est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficiente. Maintenant, dans la réalité, le souci, c'est que la profession, comprenez bien qu'avec le nombre de cas qu'il y a en consultation de médecine de ville, les ORL ne peuvent pas répondre à toute la demande dans un temps, dans un laps de temps euh, court. Et là, la kinésithérapie va avoir un rôle de, j'allais dire, de suppléance. On n'est pas dans la substitution du travail de l'ORL, chacun a son domaine. Ce sont des médicaux, ont, ils prescrivent les patients, on intervient sur prescription médicale, mais dans la réalité, on a un certain nombre de patients, pour ne pas dire une majorité aujourd'hui, qui arrivent directement de chez le médecin traitant. Alors, bilantage est fait, les médecins traitants font un premier tri, un premier bilantage, et les causes vasculaires, les causes neurologiques sont souvent éliminées. Et la rééducation, enfin, le rééducateur va voir s'il peut ou non prendre en charge le patient avec ses prescriptions médicales, si ça relève de sa compétence ou si il faut rerouter le patient vers l'ORL pour affiner, comment dire, affiner, infirmer ou confirmer le diagnostic kinésithérapique. Donc, ce n'est pas à nous de faire le diagnostic, ce sont bien effectivement les ORL qui le font. On travaille main dans la main, c'est un secteur d'activité où activité médicale où le couple ORL kinésithérapeute est très important pour le patient. Déjà pour l'aspect psychologique dont on a parlé tout à l'heure, hein, avec cette souffrance psychologique, mais bien entendu par la médicamentation et la prise en charge kinésithérapique. Voilà. Souvent, malheureusement, effectivement, le patient a fait le médecin traitant, le gastro, le neuro finalement revient à l'ORL, et de l'ORL arrive au kinésithérapeute, quand il n'est pas passé par le kinésithérapeute avant de passer par l'ORL. Ah, mais bon, l'essentiel, c'est qu'à un moment donné, le patient soit pris en charge par les bons professionnels. euh, et j'insiste vraiment sur cette relation entre ORL et kinésithérapeute. Quand on a la chance d'avoir des cliniciens autour de nous qui nous envoient les patients bilantés, diagnostiqués, on avance beaucoup plus vite avec le patient et pour le patient. Alors, comment trouver un kinésithérapeute vestibulaire et combien de séances vous utilisez, enfin vous proposez à vos patients pour un suivi dans le cas le plus classique, on va dire? Alors, comment trouver un rééducateur vestibulaire? Il y a l'annuaire, donc il y a les annuaires des deux sociétés de rééducation vestibulaire. Les deux sociétés travaillent aujourd'hui main dans la main. On a une synergie entre les deux sociétés qui n'a pas toujours été le cas par le passé, mais qu'il faut dire aujourd'hui, voilà, on a un couple très très fort entre les deux sociétés, donc ça, c'est une bonne chose. Donc il y a l'annuaire donc, de la SFKV, dont je suis le président, donc Société française de kiné vestibulaire, donc sfkv.fr. Et puis il y a l'annuaire de la CIRV, donc la Société internationale de rééducation vestibulaire. Les kinésithérapeutes formés et équipés sont référencés dans les deux annuaires, puisque recommandations des deux sociétés et les recommandations de la HAS sont que les kinésithérapeutes qui prennent en charge les pathologies vestibulaires doivent être formés et équipés. La
Deuxième chose, donc, c'est concernant le nombre de séances. Alors, c'est très variable parce que, comme je vous disais, 1 à 3 séances en moyenne. Englobant les VPPB, on est de l'ordre de 8 séances par patient. Donc, par rapport à la prise en charge de la rééducation en France, on n'est pas de gros consommateurs d'actes. Mais ça peut se dilater, c'est-à-dire qu'une pathologie fluctuante, c'est une pathologie qui va demander beaucoup plus de temps, donc beaucoup plus de séances, parce qu'on va on va agir sur le temps et on peut être amené à interrompre les soins quand le patient va mieux, le reprendre un petit peu plus tard quand la pathologie se dégrade. Sur une pathologie de type aréflexie vestibulaire unilatérale aiguë, 15 séances maximum, le patient, quand tout se passe bien, le patient est dans la vie et nous n'avons plus de, voilà, nous ne revoyons pas le patient, ou alors il faudrait qu'il y ait une dégradation à distance de son état, mais voilà, on est de cet ordre-là. Maintenant, on traite aussi toutes les pathologies et les instabilités de la personne âgée. Et là, dans ce cadre-là, il est bien évident qu'on voit le patient sur du long cours, parce que ça permet de maintenir l'autonomie du patient. Enfin, c'est une valeur ajoutée sur aujourd'hui le vieillissement qui n'est pas une fatalité. J'insiste bien là-dessus parce que on prend en charge ces patients et on l'a vu notamment avec le passage malheureusement du Covid, où les patients n'ont pas pu venir en rééducation puisque les cabinets étaient officiellement fermés. Et on a vu des états se dégrader. Et on a repris des patients à distance, donc dès qu'on a pu reprendre nos consultations, donc dès qu'on nous a réautorisé à reprendre des patients en consultation. Et là, on a vu des patients qui avaient décompensé complètement. Ça a été très compliqué pour les kinésithérapeutes de reprendre ces patients-là. Et ça a été une bouffée d'air pour nos patients de revenir sur les cabinets, de réintégrer des groupes de travail, même si la distanciation était de mise. Et on a vu de très très belles choses d'ailleurs à la sortie de ce Covid, parce que les patients étaient heureux de revenir en rééducation, surtout avec la perte d'autonomie qu'ils avaient eue pendant cette période. Merci beaucoup. J'ai une dernière question, si ça n'est pas indiscret. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir kiné vestibulaire? Ah, alors bizarrement, j'étais pas destiné à faire kiné vestibulaire, hein. Bon, au bout de 10 ans d'exercice de la kinésithérapie, je cherchais un petit peu comment, j'allais dire comment diversifier un petit peu mon activité pour me relancer dans quelque chose. Donc, j'ai fait des formations. J'ai fait tout d'abord une formation sur les troubles de l'équilibre de la personne âgée. C'est assez fantastique de se dire, alors je ne minimise pas le travail de mes confrères kinésithérapeutes qui travaillent dans le monde du sport, qui travaillent voilà, qui ont des patients assez fantastiques, hyper performants parfois dans le monde du sport, et il faut les maintenir à ce niveau-là. Mais il y a quelque chose d'assez extraordinaire, comme je disais, à travailler sur le grand âge et avoir des patients qui sont en grande difficulté, parce qu'il faut quand même bien s'imaginer que les pathologies vestibulaires euh, s'intéressent quand même plus à des personnes d'un certain âge, bon, sauf effectivement les VPPB et les névrites qui sont, j'allais dire, de tout âge. Mais le maintien de l'autonomie de nos patients et le travail sur des patients qui sont en handicap sensoriel, et un handicap sensoriel qui est multisensoriel, de par ce que je disais tout à l'heure sur l'intégration des données. On travaille sur le corps dans son ensemble, on travaille sur l'homme debout, et il y avait quelque chose que je commençais à sentir. J'ai fait 2 formations avec des formateurs je vais dire qu'ils se reconnaîtront, mais on peut, enfin, 3 formateurs plus exactement qui se reconnaîtront. C'est bon, donc, qui était le précurseur de la rééducation vestibulaire en France, Dominique Gerbollet et Olivier Dumas, chez qui j'ai énormément appris
sur la prise en charge du patient vertigineux. Et justement, l'exercice de ce tri du patient, de ce regard au-delà, j'allais dire, du paramédical. Et, euh, et là, c'était fini. C'est-à-dire que j'avais mis le doigt dedans. Et c'est un engrenage. On rentre dedans, on a envie d'aller plus loin, on a envie de comprendre, on a envie de comprendre les mécanismes, on a envie de comprendre la physiologie. Donc, on commence par faire, j'avais commencé par faire un DU, puis un deuxième DU, puis un troisième DU, euh, puis, euh, puis des formations parce que c'est un métier, c'est de la neuroscience. Donc, ça évolue en temps réel avec la médecine, avec la recherche. Et c'est assez extraordinaire justement d'aller en congrès, d'aller en formation, même quand on a 15-16 ans d'exercice, et de voir que d'une année sur l'autre, on a des nouvelles données qui arrivent. Donc, ça éclaire certaines choses dans notre prise en charge, où on va se réorienter dans une finesse d'exercice. C'est passionnant, c'est absolument passionnant. Et alors moi, j'adore les stagiaires qui viennent sur le cabinet, qui ont envie à l'issue de leur stage, de s'orienter vers la rééducation vestibulaire. Voilà, c'est quelque chose, c'est une passion que j'ai envie de transmettre. C'est quelque chose d'assez extraordinaire avec les confrères avec qui je travaille, de travailler en synergie, que ce soit les ORL, que ce soit avec les kinésithérapeutes qui travaillent avec moi, justement pour donner du bien-être et remettre les patients dans la vie. Je vous confirme, votre passion s'entend. Vous la transmettez. Merci à vous. Ben, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne pas rater les prochains épisodes à venir. Vous pouvez nous écouter ou nous réécouter sur les plateformes de podcast et sur YouTube. Un grand merci à Vincent Renaudier d'avoir participé à cet épisode et à très bientôt, j'espère. Merci à vous.